Qu'est-ce que ce mercato est difficile pour le Paris Saint-Germain? On se rappelle que février 2024, Kylian Mbappé annonçait à Nasser Al-Khelaifi son désir de quitter le Paris Saint-Germain. C'était exactement le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et le Paris Saint-Germain, afin de rassurer les supporters, indiquait à tout le monde qu'il souhaitait réaliser l'un des plus gros mercatos. Ils avaient établi 5 cibles qu'on va analyser ensemble durant cette vidéo. Et on est à 3 semaines de la fin du marché des transferts. Est-ce que vous êtes satisfait par rapport à ce mercato? Dites-moi ce que vous en pensez par rapport aux commentaires. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisienne Football. On a dépassé dorénavant la barre des 10 250 followers. Merci beaucoup en l'espace de 4 mois. C'est absolument magnifique. Donc, du coup, sans plus tarder, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et oui, on se rappelle que le Paris Saint-Germain avait promis beaucoup trop de promesses. D'être maintenant devenu le premier Saint-Germain. Promesse de réaliser un mercato absolument fou, un gros mercato, afin de compenser le départ de Kylian Mbappé, afin de montrer à tout le monde que le Paris Saint-Germain reste quand même toujours un très grand club sur la scène européenne, mais également sur la scène mondiale. Ils avaient fait plein de promesses et ils se heurtent à beaucoup de problèmes, beaucoup de refus, un déclassement du club parisien. Est-ce que ce déclassement est contraint? On va analyser ça au cours de cette vidéo-là. En tout cas, profitez parce que là, on va commencer la partie analyse. Alors, les cibles. On se rappelle que c'était février 2024, 14 février. Nasser Al-Khelaifi ainsi que la direction sportive nous annonçaient monts et merveilles. L'objectif, c'était essentiellement de recruter beaucoup de profils, 5 profils au total. On parle d'un milieu défensif technique, un régulateur qui soit également ou qui a la capacité de pouvoir s'imposer physiquement sur le terrain. Premier profil dressé. Le deuxième profil, c'est un profil plutôt créatif, capable de ramener une touche de créativité qui a été absolument manquante dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Oui, on en a manqué, malgré que Vitinha a essayé de jouer ce rôle. Mais Vitinha, à lui tout seul, ne pouvait pas tout faire dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, on avait parlé du recrutement d'un numéro 9, troisième profil, capable de marquer des buts, parce qu'on était insatisfait de Gonzalo Ramos ainsi que de Kolo Muani. Pourtant, le Paris Saint-Germain a dépassé quasiment 200 millions d'euros au recrutement de ces deux joueurs. Enfin, l'objectif de recrutement d'un défenseur central. Et j'ai oublié le recrutement d'un remplacement à Kylian Mbappé, chose qui n'était pas masse à faire à réaliser. Du fait que Kylian Mbappé est un profil rare, un profil qui est absolument irremplaçable. Le seul moyen de le remplacer, c'est de construire un collectif qui soit efficace, un collectif où tout le monde joue les uns pour les autres, un collectif où tout le monde peut marquer. Est-ce que le Paris Saint-Germain que vous avez vu, est-ce que le Paris Saint-Germain que vous avez maintenant répond à tous ces critères? Est-ce que pour vous, les promesses faites par la direction sportive, ainsi que la direction du club ont été remplies? En tout cas, je vais vous présenter exactement les profils qui ont été ciblés parce que ils ont déterminé dans un premier temps les objectifs. Et maintenant, on va voir quels sont les profils qui ont été ciblés. Pour le profil de milieu défensif technique régulateur qui a la capacité de s'imposer, le profil idoine, c'était Kimmich. Kimmich qui évolue du côté du Bayern Munich, où parfois il a joué en tant que latéral droit. On sait que au Bayern, c'était pas trop ça avec Tuchel et que il cherchait une opportunité. Il a eu une année de la fin de son contrat, donc la porte était ouverte. Même si on sait que Kimmich et ses ressentis avec le Paris Saint-Germain, c'est pas un grand fan du Paris Saint-Germain. Après, les autres profils qui ont été identifiés pour le profil des milieux créatifs, on parlait de Bernardo Silva. Bernardo Silva comme potentiel recrue du club parisien, en sachant que le joueur avait une clause libératoire dans son contrat qui était de 60 millions d'euros. Mais la complexité d'un tel transfert, c'est que City et Paris, c'est deux clubs qui ne s'aiment pas. C'est les Saoudis contre les Qataris. C'est deux institutions qui n'aiment pas faire des deals ensemble. Donc du coup, il y avait beaucoup de problématiques à résoudre afin de pouvoir réaliser un deal tel que le deal de Bernardo Silva. Ensuite, il y a eu le numéro 9, profil ciblé. On a parlé très rapidement. Je vous ai parlé très rapidement, ce qui est sur la chaîne Parisienne Football, de Victor Osimhen, qui était la cible numéro 1 du Paris Saint-Germain. Et là, vous connaissez De Laurentiis et ses difficultés en matière de négociation. Pour convaincre De Laurentiis, il faut mettre le paquet en termes de finances. Ensuite, il y a eu également le profil de défenseur central et on a ciblé le profil de Leny Yoro. Leny Yoro qui a été un talent qui montait absolument en puissance du côté de Lille et qui
a montré qu'il a la capacité d'apporter exactement ce qui manquait au Paris Saint-Germain, notamment dans le secteur aérien, parce que le Paris Saint-Germain a souffert dans le secteur aérien, notamment en Ligue des Champions, les buts concédés en Ligue des Champions face exactement à Dortmund, face à tellement d'équipes. On a senti la faiblesse dans le secteur aérien, notamment de Donnarumma, notamment exactement de Marquinhos qui est généralement très fort historiquement dans les airs, mais on a senti cette défense absolument fébrile dans les airs. Et enfin, le profil pour remplacer Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain a très vite dressé le profil d'un joueur encore de Naples, Vichas Kvaratskhelia, le joueur qui a absolument brillé au cours de cette Euro 2024 avec la Géorgie. Donc, les profils ciblés étaient des profils qui étaient très intéressants. Mais après, va arriver exactement la partie réalisation. Vous avez ciblé des profils, vous allez voir exactement est-ce que vous avez la capacité financière de pouvoir les réaliser. Et afin de réaliser exactement ces objectifs, pour le milieu défensif technique, Kimmich, discussion, on voit que ça bloque pour l'instant. Donc du coup, le Paris Saint-Germain s'est très vite positionné sur un autre joyau de Benfica, João Neves, âgé juste de 19 ans. Il a connu toute sa formation, tout son développement au sein du club de Benfica. João Neves, très rapidement, accepte et dit « Oui, moi je veux exactement signer au Paris Saint-Germain ». Il faut savoir qu'au début, il était un peu dubitatif à l'idée de signer au Paris Saint-Germain. Quelles sont les raisons pour lesquelles exactement João Neves était absolument dubitatif à l'idée de signer au Paris Saint-Germain? C'est parce que le joueur voulait également poursuivre son développement au sein du club portugais de Benfica. Mais son entourage a su le convaincre, le Paris Saint-Germain a su le convaincre de pouvoir changer son opinion et de pouvoir rallier très rapidement le club parisien. Et ça qui était absolument impressionnant par rapport à João Neves. Il a été convoité par Manchester United, il a été convoité par les plus grands clubs d'Europe, notamment du fait de son jeune âge et du fait exactement de ce qu'il a fait pour son âge. Mais là exactement, si on devait un peu noter par rapport au recrutement, Kimmich objectif, et plutôt on réalise João Neves. Et ça, par contre, c'était un recrutement qui répond exactement à un besoin en termes de milieu défensif par rapport au fait que, oui, on avait un milieu défensif chez nous. On a un milieu défensif chez nous. Mais notre milieu défensif que nous avons chez nous ne répondait pas exactement aux besoins, aux désirs que voulait mettre en place Luis Enrique. Luis Enrique souhaitait un milieu défensif qui ait la capacité d'être technique, d'être exactement un créateur de jeu et non pas juste un milieu défensif, comme peut l'être exactement Ugarte dont on parle du côté de Manchester United. United a transmis une offre au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain l'a refusé car ils veulent 60 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain souhaite récupérer exactement le montant qu'ils ont investi. Donc du coup, milieu défensif, objectif, on va dire que c'est atteint, c'est réalisé. Après, concernant le profil de milieu créatif, là, on avait dressé, comme je vous ai indiqué initialement, le profil de Bernardo Silva. Mais le problème par rapport à Bernardo Silva, c'est qu'on sait que les deals, malgré qu'il y ait une clause libératoire entre le Qatar ainsi que le Paris Saint-Germain, sont très compliqués. Bernardo Silva n'arrive absolument pas au Paris Saint-Germain. Rumeur qui est quasiment morte à nos jours. Donc, il est où le profil créatif? Le Paris Saint-Germain se positionne dorénavant sur un autre jeune qui évolue au sein de la Ligue 1, qui est pas forcément le profil créatif, mais Désiré Doué, comme étant une autre alternative possible. Et le Paris Saint-Germain a de la concurrence dans ce dossier-là par rapport au Bayern Munich. Le Bayern Munich est également intéressé sur ce joueur-là. Le Bayern Munich transmet une première offre au Stade Rennais, soit 35 millions d'euros. Le Stade Rennais en demande 60 millions d'euros. Puis, le Paris Saint-Germain arrive dans le dossier, alors qu'ils avaient tout l'espace-temps afin de pouvoir réaliser ce dossier-là en priorité s'ils voulaient vraiment le réaliser. D'où le problème et l'échec exactement de la prévision de la stratégie sportive. Et qu'est-ce qui se passe par rapport au dossier de Désiré Doué? Paris pose 45 millions d'euros alors que le Bayern en posait 35. Ensuite, le Bayern revient et surenchérit sur l'offre exactement du Paris Saint-Germain parce qu'ils savent qu'à 35 millions d'euros, ils n'obtiendront jamais le joueur car Rennes veut 60 millions d'euros. Bayern pose 55 millions d'euros, bonus inclus, puis après le Paris Saint-Germain arrive avec une offre de 60 millions d'euros. Maintenant, les offres sont assez semblables. Donc, du coup, le Stade Rennais dit, bah, écoutez, maintenant, c'est à Désiré Doué de choisir où est-ce qu'il veut évoluer. Est-ce qu'il veut évoluer du côté du Paris Saint-Germain ou est-ce qu'il veut évoluer du côté du Bayern Munich? Et c'est là qu'intervient le problème d'attractivité du Paris Saint-Germain. Et je vous en expliquerai, je vous en toucherai quelques mots un peu plus tard. Après arrive exactement le numéro 9. Le numéro 9, le Paris Saint-Germain, comme je vous ai indiqué initialement, a dressé le profil de Osimhen en tant que priorité. Mais Victor Osimhen, c'est un coup qui est très important.
On sait que Napoli a une clause libératoire autour de 130 millions d'euros, mais le Paris Saint-Germain change sa stratégie durant ce mercato. Ils ne veulent plus surpayer les joueurs. Donc du coup, le Paris Saint-Germain s'est mis d'accord dans un premier temps avec le joueur, accord contractuel, mais un problème intervient, le blocage, parce que De Laurentiis, c'est un gourmand. De Laurentiis, il veut absolument avoir le montant de la clause libératoire afin de pouvoir libérer Victor Osimhen. Le Paris Saint-Germain, il ne veut absolument pas mettre plus que 100 millions d'euros sur ce transfert-là. Donc du coup, après, le Paris Saint-Germain cherche des alternatives parce que le dossier est bloqué. Le dossier, exactement, il est bloqué. Donc du coup, l'alternative trouvée, c'est un joueur qui évolue du côté de l'Argentine, également du côté de Manchester City. C'est un certain Alvarez, Julián Alvarez. Son agent arrive à Paris, négociation contractuelle entre le Paris Saint-Germain et l'agent, et une proposition contractuelle qui est faite. Mais finalement, le joueur a des options, notamment l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui met une offre sur la table à City à hauteur de 95 millions d'euros afin de pouvoir s'attirer exactement les services de Alvarez. Et finalement, le joueur a deux offres possibles. Et lesquelles il choisit? Il choisit d'aller signer exactement du côté de l'Atlético Madrid. Mais il faut savoir que ce joueur-là, c'est un joueur qui est d'origine argentine. C'est un Argentin. Et de ce fait-là, il y a également le passif entre la France et l'Argentine. Il doit également se poser la question, est-ce que si je vais en France, quel est l'accueil qui me sera réservé? Notamment au cours des Jeux Olympiques de Paris, il a eu un accueil qui était absolument froid. Il était sifflé dans la plupart des stades. Donc du coup, ça aussi, ça joue dans la tête d'un joueur. Ça aussi, ça joue dans la tête d'un agent. Pour pousser exactement ton joueur à signer dans tel ou tel club. Donc du coup, un dossier qui nous passe sous le nez. Alvarez va signer du côté de l'Atlético Madrid. Je voulais annoncer à plusieurs reprises dans mes vidéos. Il va signer durant la semaine prochaine à l'Atlético Madrid. Après, le Paris Saint-Germain a adressé également le recrutement d'un défenseur central. Et ils sont très vite pensés sur le profil de Leny Yoro. Mais Leny Yoro, il y a de la concurrence. Le Real est intéressé. Manchester United est intéressé. Et le Paris Saint-Germain est intéressé. Le joueur, le Paris Saint-Germain fait le forcing. Et c'est tout. Nasser entre dans le dossier. Tout le monde entre dans le dossier. Le joueur est invité du côté du Real Madrid afin de pouvoir assister à la finale de la Coupe d'Europe. Et le joueur choisit a pour priorité de jouer exactement le Real Madrid. Ensuite, que se passe-t-il? Le Real ne surpaye jamais ses joueurs, très rarement. Le Real Madrid dit, nous c'est 20 millions d'euros, le joueur a une seule année de contrat récent, soit vous acceptez, soit éventuellement le joueur viendra chez nous libre. Finalement, Leny Yoro perd patience, son entourage également veut manger sur ce transfert-là. Son entourage est rincé par Manchester United et son entourage cède à la sirène du club anglais et accepte de signer du côté de Manchester United. En tout cas, qu'est-ce que nous prouve ce mercato du côté du Paris Saint-Germain? Ce mercato du côté du Paris Saint-Germain nous prouve exactement qu'il y a un manque d'attractivité du club parisien. Un manque d'attractivité qui est dû à plusieurs éléments, notamment le refus du club de surpayer dorénavant les joueurs, et notamment le refus du club à surpayer, notamment en matière salariale. Et avant, ce qui fonctionnait exactement par rapport au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain n'a jamais attiré du fait d'être exactement en Ligue 1 ou de s'appeler juste le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a attiré parce qu'il surpayait à chaque fois les joueurs en matière salariale, mais également il surpayait les clubs. Raison pour laquelle le Paris Saint-Germain était toujours en mesure d'aller battre tout autre club dans tous les transferts. Et c'est ce qui s'est passé pendant des années. Et c'est pour ça que beaucoup de joueurs maintenant acceptent toujours de signer au Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain surpaye en matière salariale. Quand on prend exactement le cas de João Neves, son salaire, il est multiplié par 10. Vous imaginez? De 500 000 à quasiment 5 millions de salaire. Multiplié par 10 son salaire. Ça montre que le Paris Saint-Germain a un problème d'attractivité, là où d'autres clubs européens n'ont pas ce problème d'attractivité. Notamment, par exemple, imaginons exactement à salaire égal, le joueur va préférer jouer en Liga ou en Première Ligue plutôt que de jouer exactement en Ligue 1 au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a un problème par rapport à l'attractivité de sa ligue, mais également le problème de changement de stratégie. On ne surpaye plus comparé exactement à ce qui était la stratégie par le passé. En tout cas, pour moi, je suis inquiet par rapport à ce mercato du Paris Saint-Germain parce que ça montre exactement une défaillance en matière de gestion sportive, mais également en termes de gestion d'un club de football. Et le déclassement du Paris Saint-Germain est quelque chose dorénavant de contraint, mais également de choisi par rapport au fait qu'on a changé la stratégie. On veut aller se positionner sur les jeunes joueurs.
et de construire un effectif avec des jeunes joueurs et les construire les stars et non plus recruter forcément les stars. Malgré que le fait que parfois sur certains dossiers, le Paris Saint-Germain a besoin de stars. Parce que comment tu veux convaincre exactement des joueurs de pouvoir rallier ton club? C'est en ayant exactement un club avec des stars. C'est-à-dire que c'est un peu la boîte cadeau qui est très très joliment emballée. Donc du coup, ça donne envie de pouvoir l'ouvrir et de rentrer à l'intérieur, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup, ça c'est un peu mon analyse de mon inquiétude par rapport à cette équipe du Paris Saint-Germain, par rapport exactement à mon inquiétude par rapport à la stratégie sportive du club et par rapport à la mauvaise gestion. Qui sont les responsables? Pour moi, les responsables sont tout désignés. Il s'agit essentiellement de Campos, parce que c'est lui qui est exactement le conseiller sportif, qui est également le gestionnaire et de cette politique sportive. Également, le responsable, c'est Nasser El-Khelaifi qui a choisi les mauvais joueurs, qui a déterminé exactement en termes de... qui continue à surpayer, qui commence à s'immiscer dans la stratégie sportive. En tout cas, je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous en pensez exactement par rapport à cette vidéo, par rapport à ce que j'ai décrit exactement durant cette vidéo, par rapport au manque d'attractivité du club parisien. N'hésitez pas à me lâcher vos commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo a contribué à vous donner un peu plus d'éléments afin de comprendre le problème qu'on rencontre actuellement le Paris Saint-Germain à recruter sur ce marché des transferts. Ce problème peut perdurer dans le temps. Si la Ligue 1 n'arrive pas à être beaucoup plus attractive. Mais le problème de la Ligue 1, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de droits TV. Les clubs n'ont pas forcément les mêmes moyens que les clubs de Première Ligue. Les clubs de Première Ligue sont à des années-lumière. Mais également, on peut reprocher aux clubs français de ne pas bien travailler. Notamment d'avoir des jeunes pépites, mais de les vendre très très rapidement pour combler exactement la comptabilité. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre position par rapport au déclassement du club parisien. Est-ce que vous pensez que de votre côté, que ce déclassement est quelque chose qui va être perduré dans le temps, quelque chose qui va être perpétuel? Ou est-ce que vous pensez que la Ligue 1 va croître, va améliorer sa notoriété? Parce que je ne vois pas comment le Paris Saint-Germain peut davantage accroître sa notoriété, à l'exception de faire exactement ce que le Real Madrid a pu faire en gagnant des trophées majeurs. Des trophées qui vont faire que vous allez rentrer dans la conscience collective comme étant un grand club. Merci la team, merci d'être toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. En tout cas, je vous souhaite tous un très très bon week-end. Et n'hésitez pas à me lâcher exactement vos commentaires et votre position par rapport à ce mercato du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous êtes inquiet? Lâchez-moi ça en commentaire. À très bientôt la team.